Bien, bah allons-y. Bonsoir Lambros, bonsoir mesdames et messieurs. Merci à Filigrane et à Marc Philipson de nous accueillir en ce tout début de week-end. Merci de venir passer ce tout début de week-end avec nous. Alors Lambros Kouloubaritsis, on va se tutoyer, hein, sinon ça va paraître bizarre. On ne va pas faire un vouvoiement de radio. Faut-il encore vraiment te présenter? Faut-il rappeler que tu es professeur émérite de l'Université libre de Bruxelles, que tu es une référence belge, européenne, sans doute mondiale, en termes d'études de la philosophie ancienne, que tu as formé des générations et des générations d'étudiants, soit des étudiants qui, comme moi, étaient directement en apprentissage et en cours de philosophie, mais également beaucoup d'autres étudiants qui suivaient d'autres cours en faculté de philosophie et lettres. Moi, j'ai toujours le souvenir vivace de toi au milieu, enfin, devant le Janson rempli. C'était un cours extrêmement fréquenté et qui eh bien, parvenait à faire passer ton savoir et ta passion en même temps, alors avec une série de moyens du bord qui pourraient paraître amusants aujourd'hui, avec une série de feuilles plastiques que tu griffonnais. Alors au début, pour nous jeunes étudiants, ça avait l'air parfois ésotérique, mais c'était passionnant. Tu étais aussi capable de nous expliquer la philosophie présocratique à partir d'une bouteille d'eau. Je me souviens de toi notamment en train de nous expliquer, je crois, étaient-ce les formes chez Aristote ou je ne sais pas qui. Prenez cette feuille blanche, chers étudiants, essayez d'imaginer que vous devez oublier que cette feuille est blanche. Voilà, j'ai beaucoup de choses qui me reviennent. Et je termine avec les flatteries une minute et puis après on va dans le vif du sujet. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que ce n'est pas juste la connaissance que tu transmets, tu veux surtout, pendant les examens, que l'étudiant comprenne. Et s'il ne comprend pas, à la rigueur, ce n'est pas grave. Tu lui donneras les points qu'il faut pour que, à la rigueur, il faille compléter avec d'autres cours qui ont moins fonctionné, parce que tu es très, très généreux. Mais c'était surtout ça, ta préoccupation. Et je crois que beaucoup d'étudiants, philosophes et non philosophes, te doivent beaucoup. Alors, tu nous viens, toi qui est l'auteur de dizaines de livres, de centaines d'articles sur la philosophie ancienne, tu as commencé, je ne sais pas si c'est une sorte de cycle, tu vas nous le dire, mais tu écris énormément sur la complexité. Et bien que ton ouvrage pour lequel tu viens nous voir s'appelle « La complexité de la franc-maçonnerie », je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui précède la philosophie face à la question de la complexité, le défi majeur du XXIe siècle, en 2 volumes, là encore chez Ouzia. On sent bien, peut-être depuis que tu as arrêté de donner cours de manière active, que c'est ta nouvelle marotte. Et peut-être qu'avant de plonger dans la franc-maçonnerie en tant que telle, peux-tu nous parler un peu plus de cette envie de nous expliquer la complexité qui finalement est peut-être un mode propre d'appréhension de nos sociétés modernes, l'idée de rationaliser, de mettre tout dans des petites cases pour que ça entre dans nos petites têtes, et qui peut-être est une manière d'affronter la réalité du réel. Parce que moi je crois que c'est beaucoup plus même un livre sur la complexité que sur la franc-maçonnerie. Je ne sais pas si tu es d'accord. Presque. Oui. Bon, d'abord je te remercie d'être là. Mais François, c'est un de mes anciens étudiants. Et on est liés depuis longtemps. D'ailleurs, vous pouvez trouver dans mon livre sur la physique, parce qu'il m'avait aidé de corriger, donc depuis longtemps. Et puis j'étais aussi dans le jury de sa thèse, et donc on se connaît depuis longtemps. Mais je voudrais remercier pas seulement Marc Philipson, mais aussi Nicolas, qui est là, qui en réalité c'est le maître d'œuvre. Hein. En franc-maçonnerie, on dirait le maître de cérémonie. Hein, c'est lui qui organise tout ça, et je dois dire qu'il est très efficace. Et les rapports ont été très positifs entre nous. Et ça m'a beaucoup aidé aussi de penser un peu cette séance. En général, j'improvise. Et je viens de rentrer de Liège, il y a une demi-heure, où j'étais dans un colloque sur la complexité. Et c'était un colloque de l'Université de Liège sur la complexité avec des entreprises publiques, des entreprises privées, et surtout c'était sur les ressources humaines. C'est pour répondre un peu à François, je m'occupe de la complexité un peu dans tous les domaines. Et maintenant, je m'occupe de plus en plus de la complexité au niveau économique. Et les ressources humaines, c'est très important pour la complexité. Et la franc-maçonnerie est venue un peu par hasard quand j'écrivais mon livre sur la complexité, où j'ai constaté, en travaillant sur la complexité historique, c'est-à-dire et surtout sur la modernité, l'occultation
exceptionnelle, quand je dirais l'occultation exceptionnelle, est bizarre et ça m'a beaucoup intrigué, et de la franc-maçonnerie au niveau politique, alors que j'ai découvert dans l'histoire que la plupart des révolutionnaires en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, et la plupart des maréchaux de Napoléon, les frères de Napoléon, étaient tous maçons. Et ça m'a donné une réflexion. Est-ce que la franc-maçonnerie dans le temps n'était pas un organisme ou des organismes qui étaient beaucoup plus acceptés dans les sociétés, je dirais dans les salons, c'était public. Et Washington, quand il a prêté serment dans une organisation, il portait son tablier. Lafayette a fait la guerre, il était maçon. Tous les révolutionnaires d'Amérique du Sud, Bolivar, San Martin, O'Higgins, tous étaient maçons. Marty, tous étaient maçons. Et en Europe, on peut continuer ce petit jeu. Et en Angleterre, pratiquement, le gouvernement libéral de Walpole, il était lui-même maçon. Et ils étaient même les créateurs de la Grande Loge de Londres en 1717, donc le Parti libéral anglais. Et en Allemagne, Frédéric II était maçon. Et on peut continuer ce petit jeu. À ce moment-là, je me suis posé la question, pourquoi cette occultation de la franc-maçonnerie? C'était la première grande question. Et puis en philosophie, c'était la même chose. En travaillant en philosophie, les spécialistes de Fichte parlent beaucoup de Fichte, mais jamais de son ouvrage sur la franc-maçonnerie. Ça m'a intrigué. Lessing, franc-maçon, Reinhold, la plupart des professeurs allemands de l'époque étaient maçons. Et il y a eu Goethe, qui était maçon. Et je peux continuer. Herder était maçon. On peut continuer ce phénomène. Je me suis posé la question, pourquoi cette occultation chez les philosophes et des penseurs maçons? Donc, politiquement et philosophiquement, il y avait un problème. Et donc, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui a fait que la franc-maçonnerie a été occultée? Et ça, c'est le travail que j'ai fait sur la diabolisation de la franc-maçonnerie à partir de 1738. Et le second phénomène, c'est que la franc-maçonnerie a été très présente dans tous les régimes, et surtout en France. Elle est passée, pas dans la Révolution française, justement, là, elle n'a pas joué de rôle, mais elle a joué un rôle très important à l'époque de Napoléon. Et surtout, elle a joué un rôle majeur dans la Troisième République, qui est qualifiée souvent de République maçonnique. Donc l'ouvrage avait une intention, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie, qu'est-ce qu'elle a apporté de nouveau. Et ce que je montre, j'ai montré un peu dans la complexité historique, justement. Je dirais deux mots sur cette complexité, c'est comme ça que j'ai travaillé un peu. J'ai appliqué pratiquement toutes les théories de la complexité que j'ai découvertes dans mes recherches pour écrire cet ouvrage. Et ce que j'ai constaté d'assez extraordinaire, c'est que dans cette complexité historique, où il y avait une interaction entre la philosophie de la pensée, donc la philosophie théorique, et l'histoire événementielle, donc l'histoire de la philosophie et l'histoire événementielle, il y avait une connivence profonde. Et c'est ça que j'essayais de dévoiler dans mon livre. J'avais déjà commencé dans les précédents. Maintenant, la question, c'est quoi finalement la complexité? Pourquoi la complexité? Mais le phénomène de la complexité, et là on rentre un peu dans la franc-maçonnerie, et la franc-maçonnerie a été un élément complexe dans l'histoire de la modernité qui, elle, a essayé de simplifier le réel grâce à la science. Newton a créé une science qui était la plus simple. Notre informatique, par exemple, est basée sur une logique binaire qui est la plus simple. Et pourtant, cette simplicité crée un monde complexe, en dépit de la simplicité. La franc-maçonnerie, au contraire, elle a fonctionné dans la complexité historique elle-même. C'est-à-dire que ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'elle est l'enfant, d'une certaine façon, en tout cas, la conséquence des guerres de religion et de toute la politique anglaise, de la guerre civile anglaise, et à l'époque d'abord de Jacques I, qui n'était pas, mais bien avant, c'est-à-dire avec Marie Tudor et la mère de Jacques I, donc Marie Stuart, qui était catholique, il y a eu tout un conflit en Angleterre au niveau religieux. Il y a eu les dissidences d'abord anglicanes, avec Henri VIII, et puis il y a les dissidences, je dirais, presbytériennes. Et ces conflits intérieurs politiques et religieux ont été la conséquence d'une histoire extrêmement violente en Europe. L'Europe avait fait de la violence une habitude.
les princes s'entretuaient. D'ailleurs, ils étaient parents souvent. Ils s'entretuaient. C'est-à-dire, on vivait dans l'habitude de la violence. La population recevait cette violence, elle mourait par cette violence comme si ça allait de soi. Et ce qu'a apporté la franc-maçonnerie, c'est qu'elle a compris, des gens de bonne volonté ont compris que leurs religions différentes, leurs opinions politiques différentes devaient être dépassées. Et c'est comme ça qu'ils ont formé peu à peu des organisations secrètes. Ça a commencé, c'est la raison originaire de mon point de vue et du secret. Ça vient pas, je termine un peu, je donne la parole. C'est-à-dire le secret maçonnique a commencé par des mouvements, je dirais, de personnes qui n'osaient pas se manifester publiquement avec d'autres. Parce qu'un presbytérien qui se manifestait avec un catholique, ça posait un problème. Donc ce phénomène de dépassement des conflits, pour moi, ça a été la base de la naissance de la franc-maçonnerie.